Un couple, Katia et Nathanaël, ont acheté cette ancienne école en octobre 98. Peu de mois après, on s'est retrouvés, on s'est rencontrés. Mon entreprise était dans la région. Et on a décidé de mener cette aventure ensemble. L'aventure était d'accueillir au sein d'une vie de famille, donc ce couple, Katia et Nathanaël avec leurs 3 enfants, d'accueillir les blessés de la vie, des personnes en souffrance, en addiction, et avec différentes blessures ou souffrances, et qui ont fait le choix de vouloir s'en sortir, de retrouver la vie. Dans un premier temps, on a accueilli 4-5 personnes dans un petit foyer. Aujourd'hui, il y a 4 foyers, ils sont plus élevés qu'Atin. Et depuis 2 ans, il y a 5 maisons comme la nôtre, un peu plus petites, qui viennent de naître en France. Ça se fait parce qu'il y a une forte demande, une demande de personnes qui veulent être accueillies, si vous le voulez, et une autre demande d'hommes et de femmes, de couples, qui ont à cœur d'accueillir au sein de leur vie de famille des personnes blessées. Les hommes et les femmes qui vivent ici vivent dans un cadre agréable. Un cadre agréable n'est pas forcément luxueux, c'est pas fait que pour les riches. Un cadre agréable, c'est une nature verdoyante, des jardins entretenus, un beau potager, des murs agréables, des salles de vie, des lieux de vie chaleureux, des chambres ou des studios accueillants, où la personne justement va apprendre à s'approprier les lieux et se retrouver face à elle-même. Ça, c'est fondamental pour la reconstruction de la personne. Chaque personne qui est accueillie ici est accompagnée par un référent pour l'aider à voir clair dans sa vie, à voir clair dans ce à quoi il aspire et comment il va y parvenir. Donc c'est dans une rencontre d'écoute et de réciprocité entre le référent et le résident. Nous ne sommes pas un lieu curatif, nous sommes un lieu de vie. Nous sommes un lieu de vie. Avec 3 dimensions, le travail, la vie fraternelle et la dimension spirituelle. Ces 3 dimensions sont fondamentales pour l'unité d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Alors, il y a 2 types d'activités. Il y a les activités à l'extérieur, donc et les activités à l'intérieur dans les ateliers fermés, abrités. La grande activité extérieure au village Saint-Joseph, c'est le maraîchage. On a 3 serres, on fait beaucoup de légumes à l'extérieur, les poireaux, les pommes de terre, les carottes, des betteraves rouges. En serre, on fait des tomates, des concombres, des poivrons. Les activités à l'intérieur, il y a l'atelier mosaïque. On fait des choses assez belles à base d'émaux de brillard qui sont collés sur des supports bois. Ensuite, il y a l'atelier poterie. Tous nos accueillis apprennent à modeler la terre et puis à faire des objets divers et variés. Voilà, ensuite on fait notre pain, il y a l'atelier pain, donc on a un moulin, on fait notre propre farine. Avec cette farine, on fait du pain, on a un pétrin électrique, et puis on fait une trentaine de pains d'1 kilo par semaine. Cuit au feu de bois, on a un four au feu de bois. Et le bois est approvisionné par l'équipe bois aussi, qui tout l'hiver fait du bois pour les poêles, pour la grosse chaudière où on met des bûches à mettre, et pour le four à pain où on met des tout petits morceaux. Pas de brûler, Nicolas. Voilà, donc là, aujourd'hui, on en aura eu 28 aujourd'hui. Tout le monde fait la cuisine, chacun à son tour pour ses frères et sœurs de foyer. Il y a tous ceux qui s'occupent des lingeries. Voilà, donc ici tout le monde a du linge sale, toutes les semaines, tout le monde a une paire de draps, des serviettes, etc. Le travail est fondamental, mais pas le travail en tant que force de production. Le travail est, au contraire, le bel ouvrage qui est réalisé. Et ça réconcilie ces personnes avec le monde du travail. Et après, dans un deuxième temps, on verra les perspectives de sortie, où pour certains, c'est la réinsertion sociale, familiale, professionnelle.
Moi, ce que je trouve d'assez extraordinaire au village Saint-Joseph, c'est que la vie fraternelle, en fait, est vraiment un élément important pour la reconstruction, parce qu'on arrive et on ne se connaît pas les uns les autres, on ne s'est jamais choisi, on ne s'est jamais vu, et on arrive parce qu'on ne va pas bien. Et quand on arrive ici, on arrive dans un lieu où on est accueilli. On est accueilli par d'autres personnes qui sont passées par la fragilité, qui sont en train de se reconstruire, et ça crée quelque chose de très particulier. Il y a une espèce de sentiment étrange qui vient parce qu'on est dans un lieu où on est tous fragiles, et finalement, quand on est tous fragiles, ça devrait aller mal. Et là, on est tous fragiles et ça va bien. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui sont particulières, qui sont la bienveillance, la fraternité, etc. Et ce que je trouve de très beau, c'est que dans un second temps, dans ce vivre ensemble, quand il y a quelqu'un qui arrive, eh ben, on lui donne ce qu'on a reçu. Et il y a cette espèce de fil rouge qui se crée au fil du temps, et cette capacité à redonner ce qu'on a reçu en arrivant, qui est assez extraordinaire pour moi. Voilà. L'homme actuel est atrophié, toute la dimension spirituelle est totalement écrasée, voire anéantie, par un bruit incessant, le bruit non seulement des oreilles, mais le bruit des informations, le bruit du rythme effréné, etc. Et là, cette dimension spirituelle est essentielle à l'équilibre de l'être humain. Et donc, on essaye de faire découvrir ou retrouver ces dimensions spirituelles auprès de chacun. Le fait d'être en pleine campagne, c'est un point important. D'une part, d'une manière pratique déjà, pour éviter la proximité de dealers, d'alcool, de bars, etc. Déjà, c'est un aspect tout pratique. Ça aide à retrouver aussi cette paix intérieure, ces bruits. Quand je parle du bruit, c'est pas uniquement le bruit sonore, hein, c'est l'ensemble des bruits qui empoisonnent notre vie, qui nous empêchent de prendre le temps d'une rencontre, de rencontrer l'autre, parce qu'on est tout de suite pris par un téléphone ou parce qu'on a déjà en tête le prochain rendez-vous, etc. Donc ce bruit, le monde rural et la vie en campagne permet justement d'élaguer ce bruit et de retrouver justement cette quiétude intérieure. Je ne suis pas en train d'idéaliser la nature ou la campagne, mais pour la reconstruction d'une personne, ça aide énormément. Il y a deux réactions. Il y a certains qui ne supportent pas d'être coupés de la vie urbaine, et au bout de 2-3 jours, après une semaine d'essai, ils repartent. Mais beaucoup apprécient justement, ils découvrent cette dimension. Mais cette respiration, ce rythme quotidien, permet à la personne justement de reprendre son souffle. Par un lever, à 1h, on se lève entre 7 et 8 heures le matin, les prises de repas ensemble, le départ au travail, la pause, redépart au travail. Enfin, tout ça rythme le quotidien. Et ça permet justement d'avoir cette respiration et cette quiétude peu à peu retrouvée ou découverte. Je cherchais une rupture qui était nécessaire parce que du fait que j'étais dans un monde où les gens se côtoyaient, on se connaissait, donc ça aurait été très difficile de rompre avec la vie avec la vie de drogue, la vie de drogué, quoi, donc il a fallu qu'il y ait cette rupture, ces activités qui se sont posées là pour reprendre petit à petit pied dans le monde, et confiance en moi, un peu plus de confiance en moi. J'ai fait fabriquer de la farine à partir de blé. L'élaboration du pain, de la farine jusqu'à la cuisson. J'ai fait de la cuisine aussi, cuisiner pour un foyer des fois de 12-13 personnes. C'est une vraie activité la cuisine quand il y a 15 personnes à nourrir et qu'il faut élaborer une entrée, un plat. Voilà, c'est une activité qui permet aussi de se jauger dans le timing, la confiance en soi, tout ça. Et puis il y a eu les référents, les entretiens avec les référents qui ont été aussi importants pour pouvoir faire le point petit à petit et avancer, cheminer
si je puis dire, vers un renouveau. Là, je reprends peu à peu pied et je suis peut-être amené à retrouver une activité professionnelle via des stages, je ne sais pas encore. Ça va se définir dans les jours prochains, là. Alors, nous ne sommes pas une structure, nous sommes une colocation solidaire, habitat partagé, j'en ai plus dans cette dimension-là. S'il fallait mettre un mot, c'est plus ça. On a mis en place une association en 1901, à but non lucratif. Nous vivons exclusivement, dans un premier temps, de dons, de 60 à 70%. Ça varie d'une année sur l'autre. Et une deuxième source de recettes, c'est la participation des résidents. 30 à 40%. C'est important que les résidents participent. Une somme modique, certains ne payent pas, et d'autres, le maximum versé par ceux qui ont des revenus est de l'ordre mensuel, je pense, de 800 €. Voilà. Il est dit, c'est écrit dans les statuts, c'est un lieu de passage. La majorité des hommes et des femmes qui passent par le village acceptent aussi d'en sortir, parce que c'est sécurisant d'être ici. Hein. Donc il y a des étapes progressives de sortie, on ne fait pas du jour au lendemain, hein. Il y a des étapes progressives dans l'accompagnement pour permettre à la personne de retrouver une vie sociale, familiale, professionnelle, normale. Depuis RH22 et aujourd'hui DEPS Habitat, c'est vrai que le village se sent complètement concerné par toutes les rencontres, les témoignages qui sont partagés dans le cadre de RH22 ou aujourd'hui DEPS Habitat, dans la mesure où, au-delà de l'immeuble, au-delà de l'habitation, c'est la vie des habitants qui est en jeu. Et c'est l'intérêt, justement, et nous, on se retrouve totalement dans la mission, si je peux parler de mission de DEPS Habitat, ou dans sa raison d'être. C'est des hommes et des femmes qui vivent dans le cadre d'un immeuble, d'une maison, d'un milieu rural ou d'un milieu urbain. Donc on est en lien total avec cette même démarche.